Je retrouve Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonjour, M. Saint-Jacques. Bonjour, Mme Bégin. Bon, les deux, Michael, étaient détenus depuis le mois de décembre dernier par les autorités chinoises, depuis donc 5 mois. Pourquoi, selon vous, on les a formellement arrêtés aujourd'hui? Bien, je pense que, d'une part, les autorités chinoises sont venues à la conclusion que l'extradition de Mme Meng va prendre très longtemps, probablement même quelques années. Et d'autre part, la période de détention que prévoit la loi chinoise arrivait à sa fin. Ça se serait terminé le 10 juin, donc il fallait qu'ils prennent une décision avant le 10 juin. Est-ce qu'ils allaient porter des accusations formelles contre M. Kovic et Spiver ou ils allaient les relâcher? Et puis je pense que pour faire le lien aussi avec les problèmes que les Chinois ont avec les Américains, le mince espoir qu'on avait peut-être qu'ils soient libérés dans le cadre d'un accord global entre les deux pays, ça s'est évaporé suite à la semaine dernière. Et je pense que la Chine a pris cette décision-là pour ajouter de la pression à l'endroit du Canada. Bon, avant de revenir justement sur le fond du dossier, j'aimerais vous entendre sur leurs conditions de détention parce qu'on sait que les deux hommes étaient détenus jusqu'à maintenant dans des conditions difficiles. Certains disent même que c'est dans des conditions qui s'apparentent à la torture. Ils seraient interrogés 4 heures par jour. On ne leur donnerait pas le droit à un avocat. Est-ce que leur arrestation formelle, ça change quelque chose à leurs conditions de détention? Oui, ça change plusieurs choses, mais et puis, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que ça implique du côté légal. En ce qui concerne les conditions de détention, ça veut dire que maintenant qu'ils vont être formellement accusés, ils vont se retrouver dans une prison normale chinoise. Monsieur Kovic, puisqu'il a été arrêté à Pékin, ça devrait être dans une prison quelque part à Pékin. Dans le cas de Monsieur Spiver, parce qu'il a été arrêté à Dandong, à la frontière avec la Corée du Nord, ça va être dans cette ville-là. Ce qui veut dire que chacun va se retrouver dans une cellule où, avec 10, 15 ou 20 prisonniers chinois, les améliorations qu'ils vont connaître, c'est qu'ils vont pouvoir aller à l'extérieur pendant à peu près 30 minutes chaque jour pour avoir un peu d'air frais parce que dans les conditions actuelles de détention, ils ne voyaient jamais la lumière du jour, ce qui était un problème parce que c'était très désorientant d'être dans une pièce où on ne voit pas la lumière du jour, les lumières sont toujours allumées, on peut perdre la notion du temps. C'est que de ce côté-là, ça va être un peu mieux, mais malgré tout, il faut reconnaître que c'est des conditions difficiles parce qu'il va y avoir une seule toilette pour tous les prisonniers dans la pièce, dans la cellule. Je me souviens que dans le cas de M. Garrett, lorsqu'il était détenu, sa cellule était au bout de la prison, ce qui fait que le chariot qui emmenait la nourriture, très souvent, c'était presque vide quand ça arrivait à leur cellule, c'est qu'ils devaient payer chaque mois un supplément pour garantir qu'il y avait un peu plus de nourriture. Ouais. Sur le plan juridique, la grande différence, c'est que maintenant, tous les deux vont avoir droit à un avocat. Mais en pratique, ça ne veut pas dire grand-chose, puis il n'y aura pas beaucoup de progrès, ne serait-ce que dû au fait que une fois qu'on est formellement accusé dans le système chinois, dans 99,9 des cas, on est trouvé coupable. Et dans ce cas-ci, puisqu'il s'agit de secret d'État, de sécurité nationale, le gouvernement chinois ne voudra pas partager la preuve avec les avocats. Et ce qu'il faut espérer, c'est que les accusations ne seront pas trop graves. Parce que si ce sont des accusations vraiment graves, ça veut dire qu'il pourrait être sujet à la peine de mort. Et ça pourrait être naturellement très inquiétant. Mm-hmm. En ce qui concerne la durée du processus, la loi chinoise, une fois que des accusations formelles ont été portées, la loi chinoise est très claire. Ça va prendre à peu près 18 mois pour que tout le processus soit complété et qu'on arrive au stade du procès et qu'une sentence soit rendue. Ce qui veut dire que dans 18 mois, à toute fin pratique, Mme Meng va être encore à Vancouver. Ils vont sans doute donner une sentence très sévère à l'endroit de M. Kovic et de M. Spiver pour justement continuer d'ajouter de la pression sur le gouvernement. Justement, je veux qu'on revienne sur le fond du dossier parce qu'on sait que la détention de ces deux hommes depuis le mois de décembre, c'est vu comme une mesure de rétorsion de la Chine pour accroître justement la pression sur le Canada afin qu'il libère Meng Wanzhou, qui avait été arrêté, on sait, quelques jours plus tôt à Vancouver, à la demande des États-Unis. Donc, les deux hommes sont maintenant accusés formellement, arrêtés, je devrais dire formellement.
Ça veut dire que la pression s'accentue davantage sur le Canada à partir de maintenant? Tout à fait. Puis comme vous le savez aussi, sur le plan commercial, il y a beaucoup de conséquences. On ne peut plus exporter de canola. L'an passé, ça en inclut tout, l'huile et le canola lui-même. Là, on parle d'un peu plus de 4 milliards de dollars. Vous avez peut-être vu une étude qui a été publiée par le Conseil des affaires Canada-Chine lundi de la semaine dernière qui disait que 20 des compagnies canadiennes ont subi des effets négatifs de la crise. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation extrêmement difficile qui risque de durer des années, où nos relations avec la Chine vont être très mauvaises, où ils vont vouloir continuer de pénaliser des entreprises canadiennes. Puis, même si les conditions de détention de M. Kovic et Spivak sont un petit peu meilleures, leur sort est encore entre les mains des Chinois, puis tout ça va faire l'objet de décisions politiques. Donc, on est dans une situation extrêmement difficile. Ce qui veut dire que pour le gouvernement canadien, sur le plan stratégique, il faut continuer d'aller chercher le maximum d'appui de la part des alliés pour leur rappeler que ça pourrait leur arriver à eux aussi et essayer de voir quelles mesures ils peuvent prendre pour nous aider à sortir de ce pétrin. Puis, il faut aussi continuer de faire pression sur les Américains de nous aider le plus possible. Mais il faudra voir jusqu'à quel point on peut avoir des appuis de ces côtés-là. Oui, vraiment une position très délicate encore pour le Canada. Là. Et à la lumière de ce que vous nous dites, c'est pas prêt de terminer. Tout à fait. Et puis, en plus, connaissant le système chinois, j'ai pas beaucoup d'espoir pour M. Kovic et Spivak. Puis il ne faut pas oublier le cas de Schellenberg. Et il y a un autre cas d'un Canadien d'origine chinoise qui a été condamné à mort. Il y en a un troisième. Oui, donc il faut aussi garder ces cas-là à l'esprit. Puis ça fait partie de toute cette stratégie. La stratégie de la part du gouvernement chinois de mettre davantage de pression. Ce que ça veut dire aussi pour le gouvernement canadien, c'est que la politique jusqu'à date de garder les choses tranquilles, ça n'a produit aucun effet. Alors que les mesures de rétorsion commencent à s'accumuler du côté chinois, je pense qu'il va falloir que le gouvernement canadien revoie en profondeur sa stratégie d'engagement envers la Chine et commence à prendre ses propres mesures. Là-dessus, la première que j'annoncerais, c'est, je dirais, on abandonne toute idée de conclure un accord de libre-échange avec la Chine parce que la confiance est brisée, ça n'existe plus. De plus, j'irai à l'Organisation mondiale du commerce pour déposer un cas contre la Chine en ce qui concerne le traitement qu'elle a fait subir à nos exportateurs de canola. J'augmenterai aussi les inspections de produits chinois qui arrivent au Canada pour s'assurer que ça répond à nos critères de qualité, tant en ce qui concerne les produits alimentaires que les biens de consommation, incluant les jouets pour bébés, pour s'assurer qu'il n'y a pas de peinture au plomb, par exemple. Et puis aussi, je dirais aux Chinois, écoutez, dans les circonstances, on arrête toute collaboration avec vous en ce qui concerne le retour de fugitifs économiques. On ne va pas collaborer avec vous puisque vous ne voulez pas collaborer avec nous. Je pense qu'il y a d'autres mesures aussi que le gouvernement pourrait prendre pour montrer sa frustration. On va voir les suites que va donner à ça le gouvernement canadien. Entre-temps, il nous reste quelques secondes. J'aimerais savoir, vous, M. Saint-Jacques, vous connaissez personnellement Michael Kovrig. Quel sentiment vous habite en ce moment quant à son sort, ce qui lui arrive? Bien, je suis très triste parce que vraiment, ce qu'il a connu au cours des 5 derniers mois, un peu plus de 5 mois, c'est une situation qu'on ne souhaite à personne. Et puis, il n'a aucun contact avec sa famille. Les contacts avec les gens de l'ambassade étaient toujours très limités. Ce sont des visites d'une demi-heure. D'ailleurs, il n'y aura pas plus de visites maintenant qu'il est dans un établissement de détention plus normal. Ça va être encore une visite par mois. Il va pouvoir voir son avocat peut-être à quelques reprises avant son procès. Et puis, c'est donc, il sait que ça va durer encore quelques années. Et puis, c'est donc, j'ai beaucoup de sympathie pour la situation dans laquelle il se retrouve. Certainement pas évident pour son moral. Merci beaucoup, M. Saint-Jacques. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.